Février 2014, la Société française du management tient son séminaire annuel. Le thème « Qu'est-ce que les sciences de gestion peuvent apporter aux politiques ?» Numéro de fin d'année 2014, Sciences de gestion et politique, c'est le numéro 245 de la Revue française de gestion. Philippe Véry, bonjour. Bonjour. Vous avez coordonné avec Olivier Bassot ce numéro spécial de fin d'année en liaison avec le séminaire de la Société française du management. On peut peut-être en introduction rappeler brièvement que la Société française du management, l'objectif, c'est de contribuer au débat public. Tout à fait, voilà. Oui, à s'emparer d'un certain nombre de débats de société, à regarder la place que peuvent jouer les sciences de gestion dans ces débats de société. Et donc elle réunit un certain nombre de chercheurs. Grandes écoles, universités, profs de management. Très divers, ici, et de différents types de disciplines de gestion. Ici, autour d'un certain nombre de questions, et de manière à voir qu'est-ce qu'on peut apporter effectivement au débat public. Numéro de fin d'année 2014, et donc une sélection parmi ces contributions, mais pas que ça. Oui, tout à fait. Donc nous avions eu un certain nombre de contributions fort intéressantes pendant ce séminaire. Donc la première chose que nous avons fait avec l'idée de ce numéro spécial que vous avez suscité était effectivement de sélectionner un certain nombre parmi ces très bonnes communications ici, et puis donc d'inviter ces auteurs à venir écrire quelque part et faire part de leurs recherches sur ces thèmes liant les sciences de gestion aux politiques. Mais nous avons en parallèle lancé un appel à soumission d'articles, et donc d'autres chercheurs ont soumis un certain nombre de papiers. Nous avons sélectionné, nous avons reçu pas mal de papiers, nous avons reçu une vingtaine, et nous en avons retenu 4 à l'arrivée. Et entre les papiers invités et ces papiers sélectionnés, nous avons réussi à construire ce numéro spécial. Il est important de préciser, parce que ça fait partie de nos procédures scientifiques, que tous les papiers ont été évalués en double aveugle, c'est-à-dire par 2 experts qui ne connaissaient ni les auteurs, voilà, etc. Certains ont été réécrits. Et donc, nous arrivons au contenu. Vous concluez l'introduction par la formule suivante. Le lecteur interpellé pourra prolonger auprès de la Revue française de gestion, dans un esprit constructif, vous avez raison, les débats initiés dans ce numéro spécial. Pourquoi vous avez senti le besoin de conclure votre introduction? Il y a des débats qui émergent de ces 3 grandes parties de ce numéro spécial? Oui, tout à fait. Donc on a structuré ce numéro spécial en 3 parties. On est sur un thème sensible avec le politique, de toute façon. On est sur un thème qui peut être relativement sensible. D'un autre côté, on peut très bien avoir un regard apporté venant d'autres disciplines sur la façon dont agissent les acteurs politiques ou les organisations politiques, ici. Émerge effectivement un certain nombre de débats. Notre première idée, la première partie, était finalement de s'intéresser à ce que les sciences de gestion pouvaient apporter aux décideurs politiques, donc plutôt les idées de transfert, de méthodes, d'analyse, d'outils de gestion ou autres dans la sphère publique, dirons-nous. Du privé au public, même, voilà. Vous intitulez cette première Du privé partie. au public, donc effectivement plutôt... les interactions. Oui, venant d'entreprises et allant vers l'administration ou la sphère politique. Avec des points étonnants parfois. Alors oui, donc si on parle de débat, effectivement, il y a un certain nombre d'articles qui soulignent et qui montrent que tout transfert n'est pas si simple à faire que cela, dans la mesure où, dans certaines conditions, ça peut se passer très bien, et il y a un intérêt effectivement à appliquer un certain nombre de méthodes d'analyse ou à venir choisir et piocher dans tout ce que proposent les sciences de gestion. Dans d'autres cas, le transfert du privé vers le public, quand la finalité des organisations publiques n'est pas la même que celle du privé, peut engendrer un certain nombre d'interrogations, d'où débat éventuel sur ces questions-là. Et là, on rentre même dans les questions de comptabilité. Je pense au texte de Nicolas Praquin, Stéphane Lefranc, Isabelle Chambost. Quand l'État s'empare de la comptabilité privée, c'est un texte un peu décapant. Oui, tout à fait, donc il méritera débat. Ce texte, effectivement, si vous voulez, quelque part aborde un certain nombre de points, effectivement, sur le transfert de méthodes de comptabilité privées, utilisées dans le privé, ici, dans la sphère publique, en montrant effectivement les problèmes que ça peut poser, effectivement, dans la mesure où la façon, ou ce qu'on appelle un actif n'a pas forcément la même signification dans le domaine privé et dans le domaine public. Et ça peut aller très loin, parce que ça pose des questions par rapport à tout le débat actuel qu'il peut y avoir autour de l'endettement de la France, ou des choses de ce type-là. Donc,
Effectivement, les chercheurs et les lecteurs pourront réagir et ça sera bien qu'on puisse ouvrir à travers la revue un certain nombre de débats autour de ce genre de questions. Absolument. Alors, après cette première partie, donc, où on a un article consacré aux communications financières des collectivités locales, où là, c'est vraiment, on est dans comment la théorie de l'agence peut aider aussi en matière de communication. C'est Muriel Michel-Clupot et Serge Roux. On a un article de Jean-Pierre Nioche sur l'évaluation des politiques publiques, rendez-vous manqué. Oui. Point d'interrogation, voilà, donc on laissera le lecteur découvrir. Oui. Les interactions publiques-privées, c'est le deuxième grand temps de votre numéro. Oui, parce qu'on a eu aussi un certain nombre de recherches qui s'intéressaient justement aux liens qu'il peut y avoir, qu'ils soient ponctuels ou plus profonds dans le temps, ici entre des acteurs ou des organisations privées et des organisations publiques. Alors le premier, c'est les partenariats privés-publics. Donc on a un premier article qui s'intéresse à ce sujet-là. Aurélien François-Antoine Marsac. Donc quand il y a partenariat... Les risques des partenariats. Oui, oui. Quand on a partenariat privé-public, on pense souvent effectivement à partager les investissements, on parle effectivement d'organiser la gestion derrière. On parle un peu moins des risques qui sont encourus et de qui va supporter ces risques. Et cet article-là est tout à fait intéressant dans la mesure où il aborde ce point-là en montrant que quand un club bascule en deuxième division, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon et c'est pas bon pour la collectivité en particulier. Et c'est pas bon pour la collectivité en particulier. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce qu'on oublie ça. On oublie que tout acteur privé a un impact public sur... absolument. Et puis les politiques publiques sous l'influence des entreprises. Donc là, on est plutôt sur le lobbying avec Mourad Atarser et Chaumienne. Oui, tout à fait. Là, on est sur une sphère, disons, plus classique de relations où, le partenariat public est connu aussi, mais le lobbying est connu. Le lobbying a une image qui n'est pas toujours très positive ici. L'intérêt de ce texte, le premier intérêt justement de ce texte, c'est de montrer que, on peut avoir un regard un peu objectif aussi sur le lobbying. La deuxième chose, c'est de savoir que le lobbying est bien nécessaire dans la mesure où, quelque part, le décideur politique, quand il doit légiférer... On n'a pas tous les éléments en main et il faut bien qu'il nourrisse ses décisions. Il faut bien, quelque part, aussi faire appel à des experts. Et ces experts peuvent être dans la sphère privée, en particulier. Absolument. Mais cet article va aussi au-delà, en montrant que, finalement, l'État a affaire parfois... à du lobbying provenant du privé, mais aussi de tout un tas d'autres parties prenantes, et que ça devient un peu compliqué, quelque part, de prendre des décisions quand vous avez des demandes contradictoires qui émanent de tout un tas d'acteurs différents ou de groupes d'acteurs différents. Donc, là aussi, on peut réfléchir et aller un peu plus loin en réfléchissant aux méthodes de gestion, parce que gérer les parties prenantes dans les entreprises, en général, où on sait faire, qui pourraient aussi être utilisées parfois et transférées dans la sphère public. Bien sûr. Et puis vous évoquez des évolutions conjointes. C'est la troisième partie de ce numéro. Et là, alors là, on change de registre. Là, on bascule, même on réfléchit autour de la philosophie politique, on pense à la démocratisation de l'entreprise. Voilà. Tout à fait. Effectivement, comme vous dites, on change de registre. C'est-à-dire que sur ces deux premiers points, on a quand même tendance à considérer d'un côté une sphère privée, de l'autre côté, une sphère publique avec des acteurs politiques qui l'amènent ici. Dans cette troisième partie, on est sur une conception complètement différente, qui est une conception de l'entreprise en société et acteur de l'évolution de cette société. Ça, c'est le texte notamment de Marielle Payot, Alain Martinet et Fulbert Géraud Amoussouga. Tout à fait. Ça, sur la RSE. Alors, ce premier texte est assez intéressant, enfin, est très intéressant, mais pardon. Parce qu'il traite effectivement de l'évolution des pays émergents et en particulier des pays les plus pauvres dans le monde. Et de par la puissance que représente aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui sont bien plus puissantes qu'un certain nombre d'États. Bien sûr. Effectivement, ne serait-ce qu'en termes de taille, de puissance financière ou autre. Ici, ces auteurs s'interrogent sur le rôle que peuvent jouer aussi dans l'évolution sociétale des acteurs comme des multinationales qui seraient prêtes à jouer ce jeu-là. Pour contribuer aux objectifs d'un développement durable de l'ONU. Voilà, donc tout ça s'inscrit ou peut s'inscrire aujourd'hui par rapport à un certain nombre de politiques menées par l'ONU et qui pourraient servir un peu de fil conducteur aux actions des entreprises et aux actions et à l'évolution des États aussi. Et avec il va falloir des bonnes volontés des deux parties. Bien sûr, et au-delà des mots, avec une taxinomie dont on sait que sont familiers Alain Martinet et Marielle Payot.
Démocratiser l'entreprise. Sandrine Blanc, Anne-Laure Bocory, Éric Braun. Là, la réflexion critique sur la contribution des sciences de gestion à un argument rawlsien. Oui, on aborde là, oui. Non, allez-y, allez-y. Bon, on aborde ici un autre sujet. C'est passionnant, qui est, absolument passionnant. Qui est lié à une conception de la société Oui. en général, qui a été Pose élaborée la au départ question de la par Rawls. justice. Voilà, qui est de dire à l'utilitarisme ambiant, un peu lié à nos formes de capitalisme et autres, Bien sûr. ici, est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à substituer un principe de justice sociale qui prévale sur cet objectif d'utilitarisme-là? Et donc, ces auteurs ont regardé, est-ce qu'on retrouve effectivement ces principes de justice sociale au sein des entreprises et comment on peut analyser effectivement ce principe de démocratisation vers plus de justice sociale au sein de l'entreprise ici. Bon, ils montrent que les recherches aujourd'hui sont très balbutiantes sur ces questions-là, mais l'article est fort intéressant aussi sur cette philosophie politique qu'il peut y avoir Bien aussi sûr. et qui peut être traduite et transférée quelque part dans le monde de l'entreprise. Bien sûr. Et puis repenser les finalités. Alors là, c'est Kevin Levillain, Blanche Ségrestin, Armand Hatchuel, donc, qui avait proposé de refonder l'entreprise et donc là, de repenser maintenant les finalités de l'entreprise elle-même. Oui, tout à fait. On sait que c'est chez eux un travail de longue haleine sur ces questions-là. Oui. Je pense que dans cet article, il faut une très bonne synthèse de leurs travaux. Oui. Et pose un certain nombre de pistes aussi d'évolution qui sont fort intéressantes, avec des entreprises qui seraient organisées, mais aussi ayant des statuts quelque part qui soient tournés vers un objet commun, étendu d'une certaine manière, et pas simplement, comme on le pense souvent, à la recherche du profit pour les actionnaires ou autre, quoi. Donc c'est une réflexion aussi sur l'évolution sociétale qu'on retrouve, un certain nombre de questions sociétales qu'on retrouve à travers leurs travaux, qui posent un peu le rôle que peut jouer quelque part l'entreprise avec un objet social différent, plus large, conçu de façon plus large. Ici, quel rôle pourrait jouer un acteur comme ça dans la société d'aujourd'hui? Et puis finalement, les sciences de gestion à leur boussole du politique, c'est le texte de l'article de Carole Donada. Ça serait la conclusion quelque part de la présentation de ce numéro. Est-ce que les sciences de gestion, ou est-ce que c'est une ambition déraisonnable? Enfin, non, elles peuvent l'être. Mais il n'y a pas que les sciences de gestion dans la vie. Heureusement, heureusement. Oui. Oh, ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'on s'aperçoit qu'effectivement, un certain nombre de développements qui ont été faits en gestion à travers des méthodes d'analyse, des typologies, des façons de voir les choses d'une certaine manière, et des façons d'étudier les choses ici, contribuent quelque part, et qui contribuent à la faciliter quelque part la prise de décision pour le décideur privé, quelque part, peuvent très bien être, sous certaines conditions, utiles à un décideur politique ici. On retrouve par exemple d'ailleurs dans l'article de Carole Donada, ce phénomène de tout un tas de parties prenantes avec lesquelles l'État ou le décideur a à faire face, ou doit faire face. Et la façon dont on peut traiter et décider avec tout un tas de demandes contradictoires venant de ces parties prenantes est un bel exemple effectivement de résultats de recherche de gestion qui pourraient être quelque part utiles à un décideur politique. Alors, en accord avec la rédaction de la Revue française de gestion, donc ces brefs textes de rebond qui pourraient susciter, donc 3 à 5 pages, on a évoqué, qui pourraient susciter ces différentes contributions, seront accueillis à bras ouverts pour des publications sous forme de points de vue. Et donc on appelle ici les lecteurs à se saisir de ces sujets, parce qu'au fond, le politique, c'est ça, c'est la cité. Et donc c'est que nos collègues, et au-delà de nos collègues, tous ceux que cela pourrait inspirer, réagissent. C'est ça le sens de cette invitation. Oui, tout à fait. Le sens de cette invitation, c'est tout à fait ça. Je pense qu'effectivement, ce numéro, on l'a voulu pour qu'il suscite du débat.
C'est-à-dire qu'un certain nombre des articles que vous avez là-dedans sont autant des essais que des recherches complètement accomplis, disons. Mais c'est pour susciter le débat. C'est pourquoi? C'est parce qu'elles abordent parfois des thèmes qui n'ont pas été abordés ou très peu abordés par le passé, aussi par les chercheurs en gestion. Donc de fait, elles posent un certain nombre de jalons, elles posent un certain nombre de pistes qui peuvent être discutées. Donc, laissons le débat ouvert dans ce numéro spécial. Et je dirais aussi sur ce numéro spécial, il invite aussi à une forme de réflexivité, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des apports des sciences de gestion aux décideurs politiques, mais on s'aperçoit à travers ce numéro et à travers les recherches contenues dans ce numéro que les sciences de gestion, quelque part, ou les chercheurs en sciences de gestion, n'ont pas vraiment conscience parfois qu'ils sont influencés par un certain nombre de philosophies politiques ou autres dans leurs travaux. Et un peu plus de réflexion et de contact et de compréhension de ces philosophies politiques, ici, ferait certainement aussi du bien en matière de réflexion sur les épistémologies et sur les recherches, la façon dont on dessine nos recherches en sciences de gestion. Sciences de gestion et politique, numéro 245, novembre-décembre 2014, de la Revue française de gestion, coordonné par Olivier Bassot et Philippe Véry, donc professeur à l'EDEC, je crois que j'ai oublié de le dire, professeur à l'EDEC, Olivier Bassot, professeur au CNAM. Tout à fait. Merci Philippe Véry de votre venue. Merci bien.